Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo bilan de la préparation. Nos joueurs sont revenus à l'entraînement tout début juillet. Alors il y avait quelques internationaux qui sont arrivés plus tard, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser certains soucis. Le cas d'Ernest Nuama, blessé dès le premier match face à Décines Charpieu, je dirais même charcuté face à Décines Charpieu, et qui depuis n'a eu vraiment quelques petites minutes. Donc ça, c'est quand même un souci, puisque ça devrait quand même être un de nos ailiers titulaires. On va essayer de voir un petit peu où on en est, les enseignements que l'on peut tirer de ces matchs, sachant que globalement, la préparation a monté d'un cran de match en match, que l'équipe type se dessine. C'est d'ailleurs en grande partie celle que vous avez à l'écran, même si on pourra penser que Maitland Niles et Mangala ne seront pas forcément titulaires dans les postes de milieu de terrain et d'ailier. Ça, c'était le 11 face à l'Union Berlin. On va retrouver évidemment Lucas Perry. Ça, c'est un des grands enseignements de l'été, même si ce n'est pas du tout une surprise. Lucas Perry sera le gardien de but numéro 1, cela a été confirmé par l'entraîneur et par le directeur sportif. Le club essaye de trouver une solution pour Anthony Lopez. Bon, visiblement, ça n'avance pas beaucoup. Les offres ne sont pas très élevées. Et en tout cas, jusqu'à présent, on va devoir partir du principe que Lopez va faire la saison en tant que gardien numéro 2. Ce qui, selon moi, ne pose pas de soucis. Alors certains me disent, oui, mais ça pose des soucis d'avoir un numéro 2 qui est à 500K. Oui, 400K mensuels, c'est pas un souci pour les joueurs, pour le staff. Ils en ont rien à faire. Dès lors que la hiérarchie a été clairement établie, je vois pas tellement où est le souci. Mais bon, comme je l'ai souvent dit sur ce sujet, les gens se créent des problèmes là où il n'y en a pas. En défense centrale, on va retrouver évidemment Douillet, Kaletachar et Moussa Niakate, donc recrue onéreuse de cet été. 32 millions. On ne me fera pas croire qu'il n'était pas possible de trouver un défenseur central gaucher expérimenté moins cher. Je pense que c'était possible. S'il avait 22-23 ans, je vous dirais, 32 millions, peut-être qu'il y a moyen de faire une culbute dessus, mais quand même, le gars a 28 ans. Donc, ce qu'on est sûr, c'est qu'on ne fera jamais de plus-value sur ce joueur. Sur les postes de latéraux, grosse interrogation. Abner, je trouve, a été le joueur le plus constant et le plus intéressant sur cette préparation, y compris hier contre Arsenal, même si, première mi-temps, ça a été un peu délicat, mais je trouve qu'après, il s'est plutôt relancé. Joueur intéressant, assez grand, 1m80. Pour un latéral, c'est pas mal, qui a un vrai apport offensif. On l'attendait dans des situations défensives. Globalement, il fait le taf. Donc là, plutôt bonne recrue. Du côté droit, Clinton Mata, qui alternera avec Maitland Niles, qui dans ce match particulier était aligné ailier droit, ce qui à mon avis est une très mauvaise idée. Donc je dirais que la défense globalement, elle est connue, elle ne changera pas. On fera une petite revue d'effectifs, on verra quand même que derrière, il me semble que c'est quand même très très léger. N'hésitez pas évidemment dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. En sentinelle, Matic, ce que je trouve bien, parce que ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que je me plains toujours de la taille de nos joueurs qui sont vraiment petits. Alors ça reste le cas sur les postes offensifs, puisque je crois que personne ne dépasse le mètre 75. Mais en tout cas, sur le plan défensif et au milieu de terrain, en tout cas avec la sentinelle, on a de la taille. Et pour moi, c'est très très important. Dans le foot moderne, il faut avoir des centimètres, il faut avoir de la puissance, ce qui n'empêche pas d'avoir des pieds. Alors pour le moment, on attend de voir Kaletachar et Niakate à la relance. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose de très intéressant. Ce qui d'ailleurs peut aussi expliquer un petit peu nos affres sur le plan offensif. Donc au milieu de terrain, au grand regret de beaucoup de monde, Cacré est indiscutable, tout du moins dans l'esprit de Pierre Sage. Et Mangala,
Ah, Mangala, je trouve il me convainc pas. Plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Pour moi, c'est une énigme. Déjà qu'on ait mis aussi cher, qu'on ait levé l'option d'achat. Hein, je me souviens tous ceux qui disaient « Ah, mais dès l'instant que tu as payé 12 millions de prépayants, il faut payer l'option d'achat de 23 millions. » Moi, j'ai toujours combattu cette idée. Vous avez pris Mangala à 12 millions, mais à l'évidence, c'est une erreur. Je rappelle qu'il finit la saison sur le banc. Donc, il faudra m'expliquer dans quel monde rajouter 23 millions, ça fait sens. Sauf à considérer qu'on puisse le vendre plus de 23 millions, c'est-à-dire le surplus. Celui qui me dit qu'aujourd'hui on vend Mangala 23 millions, je trouve que c'est quelqu'un d'assez optimiste. Bon, bref. Donc sinon, c'est plutôt Tolisso qui débute. Sur le plan offensif, le casse-tête de l'association Mikotadze-Lacazette. On va voir ce que Pierre Sage envisage. Il a tenté des systèmes à deux qui n'ont pas été très convaincants. Le 4-1-4-1, même s'il n'est pas hyper efficace dans la construction de nos offensives, ça reste le système de base. Benrahma à gauche, là aussi. Benrahma, je trouve, était très très compliqué. Là aussi, un joueur quand même assez cher. Perso, moi je préfère Fofana de loin, mais bon, Fofana titulaire l'année dernière n'a pas été convaincant. Bon, je pense en tout état de cause qu'on va commencer avec l'ami Benrahma. Du côté droit, on peut penser que ce sera Nuama. Et donc, en attaque, Mikotadze ou Lacazette ou Mikotadze en ailier. Ou alors, on joue à 2-9. On verra un petit peu ce que Pierre Sage nous réserve. Donc, premier enseignement, c'est que Lucas Perry est numéro 1 sans discussion. Deuxième enseignement, c'est que notre défense est figée. Elle ne bougera pas, à moins que Tagliafico redevienne numéro 1 devant Abner, ce qui, à mon avis, n'est pas garanti. D'ailleurs, je n'exclus toujours pas un départ de Tagliafico, malgré ce qu'a dit David Friot. Parce que là, pour le coup, on dit c'est pas bon d'avoir un remplaçant à 400 K par mois pour le gardien de but. Pour le latéral droit, c'est un petit peu le même raisonnement. Bon, bref. Donc ça, c'est le deuxième enseignement, c'est que notre défense est en place et qu'elle fonctionne plutôt bien sur le plan défensif. Après, à la relance, c'est autre chose. Que Matic sera indéboulonnable en sentinelle. Est-ce qu'il va pouvoir faire les quasiment 50 matchs de cette saison? À l'évidence, non. Donc, qui pour le remplacer? Et rester compétitif, parce qu'on peut toujours le remplacer, mais il faut rester compétitif. Et puis après, Tolisso Cacré, évidemment, ça fait beaucoup débat. Troisième enseignement, c'est que l'Olympique Lyonnais a mis en place un loft. Alors, un loft où on met les joueurs qui ne sont plus dans le projet, pour rester sympa et ne pas dire indésirable. Donc, dans ce loft, on va retrouver 2 défenseurs centraux, Dejan Lovren et Sinali Diomandé. Paul Akouokou, recruté l'été dernier, est déjà indésirable depuis longtemps. Amin Sarr, dont, selon moi, ça ne devrait pas être très très difficile de trouver preneur dans des championnats intermédiaires, et Florent Sanchez, pris par 3, puis plus pris par 3, et finalement de retour dans le loft. Quelle galère le début de carrière de Florent Sanchez qui réussit à ne s'imposer nulle part. Peut-être n'est-il pas fait pour ce métier, alors qu'il était quand même présenté comme une des pépites du centre. Donc ce loft en tout cas n'a créé aucun départ, puisque tous les joueurs sont encore là. Je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur le loft en disant que selon moi, c'était une mauvaise solution, parce que comment espérer bien vendre des joueurs dont vous reconnaissez vous-même qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer dans votre équipe? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. En fait, c'est comme si vous vouliez vendre une bagnole et que vous dites oui, mais ça fait 1 an que je l'ai mise au garage parce que j'en veux plus, mais je veux vous la vendre, parce que vraiment, elle vaut le coup. Non, ça me paraît un petit peu étrange comme stratégie. Par ailleurs, là-dedans, il y a quand même Dejan Lovren et Diomandé, à mon avis, des joueurs qui sont pas vraiment beaucoup moins forts
que ceux qu'on a gardés dans l'effectif. On va voir ça dans quelques instants en faisant une revue d'effectifs. Donc en tout cas, pour le moment, le loft est un flop. David Friot nous a dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a des offres pour les joueurs qui sont dans le loft? En tout cas, pour le moment, on ne voit rien bouger. Au moment où je fais la vidéo, donc nous sommes le 12 août, eh bien, la situation, c'est le statu quo. Des joueurs qui s'entraînent à part, qui profitent des installations, qui sont payés normalement, ce qui est tout à fait logique, mais que finalement, on ne se facilite pas la tâche en les gardant au frigo, hein, parce que pour moi, quand vous voulez vendre quelque chose, vous n'affichez pas aux yeux du monde entier que vous n'en voulez plus du tout. En tout cas, ça ne me paraît pas une bonne technique pour vendre. Alors, puisqu'on en est au départ, alors ceux qu'on espère réaliser du côté du club, et puis ceux qui ont été effectivement réalisés. Donc, Kelly Alvero, premier transfert de l'été, dès le mois de juin, qui permettait de faire passer, on va dire tranquillement, le budget auprès de la DNCG. Enrique, lui, qui était en fin de contrat et qui a été retoqué à Nantes pour n'avoir pas satisfait au test à la visite médicale. O'Brien, vendu 19,5 millions. Quand même, ça me paraît vraiment mal vendu, surtout quand vous vendez à un club de première ligue. Donc Adewere est parti à Nantes, tout comme Le Penant, là aussi. Le Penant, jeune milieu de terrain, international, alors certes international espoir, prêté, ça vient d'être officialisé par l'Olympique Lyonnais ce matin, avec une option d'achat de 2,5 millions. Alors là aussi, 2,5 millions. Alors attention, moi je suis pas un grand supporter, un grand fan de Le Penant, mais je pense quand même qu'il vaut plus que 2,5 millions. Donc voilà, c'est vraiment la grande braderie. Enfin, pour moi, c'est absolument ridicule. Et enfin, le cas Elarouche, bon, qui ne se voyait pas d'avenir à l'Olympique Lyonnais, qui part à Botafogo gratuitement. Voilà, il est gratuit. Tenez, on vous donne un joueur, il est gratuit. Pépite du centre de formation, on vous le donne gratuitement. Alors certes, 50% sur la future revente, ok. Mais bon, je trouve ça quand même un peu bizarre, surtout dans un été où vous avez besoin de faire des grosses ventes. Donc bon, tout ça est pour moi extrêmement étrange. Sur les arrivées, bon, Benrahma, c'est levée d'options. Un peu plus de 20 millions au final. Est-ce que ça les vaut? Je ne suis pas convaincu. Niakate, même chose. Joueur, je pense, utile. Mais comme je l'ai dit au début de vidéo, je pense qu'on pouvait avoir mieux. Enfin, qu'on pouvait avoir au moins aussi bien pour beaucoup moins cher. Mangala, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Abner, plutôt bonne affaire, je trouve. 8 millions, bon, je trouvais ça un peu cher, mais finalement, pour un potentiel titulaire, c'est pas si mal. Nuama, acheté 28 millions et demi. Ceux qui suivent la chaîne savent que ma relation à Nuama n'est pas idéale, et donc, évidemment, ça me les casse un peu qu'on mette 28 millions et demi sur ce joueur. Qui pour moi est extrêmement surcoté. Baldé, 8 millions, enfin un peu plus de 6, je sais plus si c'est 6 ou 8 millions. Donc levée d'option d'achat. Donc là pour le coup, moi si vous me dites est-ce que tu préfères Baldé ou Nuama, je vous dis tout de suite Baldé. Hein. Et vous voyez l'écart de prix. Bon bref. Tchaleta Tsar, là pour le coup, pour moi, hein, ce n'est que mon avis les amis. Pas franchement super moins fort que Niakate. Hein. Et les deux sont titulaires. Vous en avez un que vous avez payé 5 millions et l'autre que vous avez payé 32. Donc, là aussi, vraiment des choses que je ne comprends pas. Et Miko Tadze, alors je n'étais pas un grand partisan de Miko Tadze, mais je trouve qu'à 18 millions, c'est une bonne affaire, même si, là aussi, je vais encore mettre un bémol, on va me dire t'es jamais content. 4 ans. 4 ans de contrat, je trouve que c'est pas beaucoup. Parce que finalement, un joueur, vous devez le vendre quand il lui reste 2 années de contrat pour maximiser sa valeur. Donc là, ce qui veut dire que au bout de 2 ans, il faudra d'ores et déjà se mettre dans une situation de dire on va devoir vendre Miko Tadze. Donc il va faire une année où c'est un petit peu délicat le partage du temps de jeu avec Lacazette. Donc finalement une année comme seul numéro 9. Donc je trouve la durée du contrat un peu courte.
Bon, après, d'ici là, évidemment, on peut négocier une prolongation d'1 ou 2 années. C'est tout à fait possible. Je les mentionne, mais c'est surtout pour parler d'Almada. Bah oui, Almada, ça ne me plaît pas. Pas qu'on recrute Almada, j'attends de voir ce qu'il peut faire. Je suis pas là non plus hyper convaincu par le joueur, notamment parce que je trouve que physiquement, c'est quand même une crevette. Donc, est-ce qu'il peut réussir en Ligue 1? Je n'en suis pas convaincu. Mais par contre, dans un contexte où vous allez perdre Ryan Cherki, avoir un milieu créatif, bah, c'est plutôt une urgence pour l'Olympique Lyonnais. Dans l'absolu, vous l'avez, mais le mec va faire 4 mois à Botafogo. Alors là, franchement, je trouve ça complètement débile. Botafogo est dans le top 3 du championnat brésilien et va peut-être gagner le titre, peut-être faire un parcours en Libertadores, je ne sais pas. Mais nous, l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qu'on en a à faire? On a besoin d'Almada et au final, il va arriver chez nous dès le mois de janvier. C'est nous qui allons payer au final les 20 millions de transferts, ne vous y trompez pas. Et on doit attendre le mois de janvier. Donc finalement, c'est ce que j'avais dit quand j'avais parlé de l'interview de Friot. Friot, il est emmerdé parce qu'il se dit, je vois bien que mon milieu de terrain, il est naze. Mais je ne peux pas recruter un mec aujourd'hui, sachant que j'ai Almada qui arrive au mois de janvier. Donc pendant 4 mois, je ne sais pas quoi faire. On ne va pas dépenser des sommes importantes, parce que si vous voulez un joueur de qualité, il va falloir sortir des sommes importantes. Et puis finalement, se retrouver avec un doublon à ce poste. Enrique, je vous invite à aller voir des matchs de Botafogo, puisqu'ils sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de Botafogo. Vous allez voir. Moi, qui veux des joueurs physiques et athlétiques, alors là, Enrique, il est parfaitement dans ce style-là. Hyper puissant, hyper athlétique. Pas maladroit de ses pieds. Après, peut-être un peu lent, je ne sais pas. Ce qu'il peut donner dans le contexte Ligue 1. Mais en tout cas, physiquement, je peux vous dire que ce ne sera pas Jefinho, hein, loin de là. Donc, je suis curieux de le voir à l'œuvre. Donc, au final, si on fait le bilan des entrées et des sorties, alors les sorties, à mon avis, c'est insuffisant et c'est mal vendu pour un certain nombre de joueurs. Attention, on est le 12 août, il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici la fin du mercato, mais en tout cas, ceux qui sont déjà partis, ça, ce sont des faits. Et au niveau des arrivées, je trouve que globalement, les postes en souffrance ont été pourvus, parfois de manière dispendieuse, notamment évidemment pour Niakate et Mangala, et par des joueurs, notamment Mangala, Benrahma, Nuama, donc des sommes très importantes pour des joueurs dont on peut se demander est-ce qu'ils sont vraiment la solution à moyen terme pour l'Olympique Lyonnais pour retrouver le top 3 de la Ligue 1. Je n'en suis pas du tout, mais alors pas du tout convaincu. Je n'exclus pas que d'ici la fin de l'été, Mangala change d'air, que Nuama change d'air également. Je n'ai pas d'infos, mais en tout cas, je ne serais pas surpris. Le mercato va s'accélérer sur la fin, c'est David Friot qui le dit, notamment les 10 derniers jours du mois d'août. Donc évidemment, on sera très très attentif à tout cela, car je pense qu'on est nombreux à ne pas être totalement satisfaits de l'effectif à l'instant T, notamment au milieu de terrain. Alors, j'ai parlé des arrivées, des sorties, de l'équipe type. Autre enseignement que l'on peut faire à la fin de cette préparation. Là, vous avez les résultats donc depuis le 13 juillet. Donc, premier match tranquille face à Dessine. Deuxième match, là aussi, pas trop délicat face au Tyrol. Mais bon, équipe du bas de tableau autrichienne, franchement, on va pas s'astiquer la nouille là-dessus. Et ensuite, pour moi, ce qui est vraiment très 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 marquant et très 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 inquiétant, c'est notre inefficacité offensive. 0 but contre Sampaoli, 0 but contre le Torino, 0 but contre Arsenal, 4 effectivement contre l'Union Berlin, mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. On marque ces 4 buts en deuxième mi-temps face à l'équipe B, voire C de l'Union Berlin. Donc pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Ce que je note, effectivement, c'est que sur les 4 derniers matchs, on a fait 3 mi-temps et demi à sec. Et évidemment,
on peut se demander pourquoi. Alors le pourquoi, beaucoup ont leur idée, moi aussi d'ailleurs, et je pense que c'est lié à deux choses principales. Déjà parce qu'on n'a pas nos ailiers, on n'a pas eu nos ailiers au top. Malheureusement, Fofana s'est blessé et donc a raté des matchs. Nuama, lui, s'est blessé dès le premier match et donc il a raté quasiment tous les matchs suivants. Donc évidemment, ça n'a pas aidé à l'animation. Benrahma me paraît quand même en souffrance sur le plan athlétique. Alors je ne sais pas si c'est la préparation qu'il a du mal à encaisser. J'espère que c'est ça. Évidemment, le milieu de terrain est calamiteux globalement sur cette préparation. Que ce soit Tolisso, que ce soit Cacré. Est-ce que Cacré est en instance de départ? Est-ce que, on va dire, il ne veut pas y aller trop fort justement pour ne pas se blesser avant de partir? Je ne sais pas, hein, là je ne fais que des conjectures. Tolisso, lui, n'est pas dans cette situation, donc ça me paraît encore plus inquiétant, mais je le dis systématiquement aux personnes qui me disent « Ah oui, mais il y en a marre, Pierre Sage, il favorise les Lyonnais en mettant Tolisso et Cacré qui sont nuls. » Mais moi je dis « Mais qu'est-ce qu'on a sur le banc ?» Parce que ça c'est quand même la question. Moi je veux bien qu'on me décrète des joueurs magiques qui seraient sous-utilisés au milieu de terrain, mais moi je n'en vois pas du tout. Alors on avait potentiellement Le Penant, mais Le Penant, on vient de le transférer. On avait Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche, on vient de le transférer. Alors je ne vais pas vous citer Akoukou parce que vous avez pensé que je vous prends pour des idiots, mais Akoukou, lui, il est dans le loft. Donc, à l'instant T, peut-être que ça va changer d'ici le 31 août, eh bien, qu'est-ce qu'on a derrière les trois titulaires? On a Aurel Mangala, qui a perdu sa place dans l'équipe à la fin de la saison dernière. Alors les théoristes du complot diront « Ah bah oui, mais c'est parce que Pierre Sage, il favorise les Lyonnais. » Non, parce que Mangala, il était tout simplement pas bon. Je rappelle aussi qu'il a perdu sa place en équipe de Belgique, alors qu'il était titulaire, tout simplement parce qu'il n'était pas bon. Donc arrêtons de penser, parce que Pierre Sage, lui, les voit tous les jours à l'entraînement. Nous, on ne les voit pas tous les jours à l'entraînement. Donc on ne peut pas affirmer que Mangala c'est supérieur à ceux qui sont sur le terrain. Autre rotation, Mamadou Diawara. Alors vous savez, si vous suivez la chaîne, que je suis un fort partisan de Mamadou Diawara. Mais Mamadou Diawara, c'est un gamin. Il n'a pas fait jusqu'à présent le moindre match qui fasse dire « Ah, il mérite d'être titulaire ». Et là aussi, on n'est pas à l'entraînement. Et je rappelle aussi, et ça m'interroge, que Mamadou Diawara n'a pas été retenu avec l'équipe des U19. Donc moi, ceux qui m'affirment que Mangala, Diawara devraient être titulaires, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Vous avez Pierre Sage, vous avez tout le staff technique, je ne sais pas combien ils sont maintenant, qui, le jour du match, considère que les trois qui sont en place sont les trois meilleurs. Parce qu'en plus, leur prestation, quand ils entrent en jeu, pour moi, n'est pas suffisamment révolutionnaire pour qu'on se dise « Ah bah oui, non mais là c'est évident, il faut que Mangala et Diawara débutent ». Alors certains voient aussi Ansley Maitland-Niles potentiellement milieu de terrain. Alors, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis sur Maitland-Niles milieu de terrain. Pour le moment, c'est l'arrière droit, remplaçant ou titulaire, l'ailier droit que l'on sort du chapeau. Mais en milieu de terrain, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, il peut avoir le profil pour jouer milieu de terrain. Ça vaudrait peut-être le coup de l'essayer. Est-ce que Pierre Sage le fait à l'entraînement? Je pense que oui, puisque lui-même insiste sur le fait que les joueurs soient capables d'assumer différentes positions. Et on sait que Maitland-Niles est capable de le faire. Donc pourquoi pas? Là, sur Maitland-Niles, je n'ai pas d'avis arrêté. Mais en tout cas, sur les deux autres, c'est-à-dire Mangala et Diawara, moi, je ne vois rien qui permet d'affirmer que ces mecs-là mérite d'être titulaire. Autre sujet d'inquiétude évidemment, c'est la rotation sur la défense centrale. Ce que je constate, c'est que, sauf blessure, sauf suspension, ce qui peut arriver, Niakhaté et Caleta-Car semblent d'ores et déjà indéboulonnables. Alors Adrielson a fait des entrées pas dégueulasses, mais là aussi face à des adversaires très très moyens.
Est-ce qu'il va avoir sa chance? Je ne sais pas. Est-ce qu'il mérite d'avoir sa chance? Je ne sais pas. Là aussi, je le dis, je le répète, ces joueurs-là sont vus tous les jours à l'entraînement par le coach et son staff. Et en plus, comme c'est un joueur Textor, dites-vous bien que s'il était bon, il jouerait, tout simplement. Bref, et deuxième rotation au poste de défenseur central, Mamadou Sarr. Moi, j'ai toujours eu de fortes réticences face à Mamadou Sarr. Lui aussi a participé à l'Euro U19. Il n'a joué qu'un seul match, c'était le 3e match de groupe, alors que l'équipe était déjà qualifiée. C'est un joueur qui, moi, ne m'inspire pas beaucoup de confiance, je vous le dis franchement. Si c'est ça nos 2 rotations au poste de défenseur central, si on a un blessé, si on a un suspendu, si on a un joueur dire en baisse de performance ou qui est fatigué ou je ne sais trop quoi, et que vous devez titulariser Adrielson, bon, à la limite, pourquoi pas, mais si vous devez titulariser Mamadou Sarr, moi je vous dis franchement, j'ai les jetons. Ça va faire sauter au plafond, mais si vous me dites en rotation j'ai Diomandé ou Lovren, ça me fait moins peur que si c'est Sarr, Adrielson, ça se discute. Mais bon, vous voyez, je trouve que la rotation au poste de défenseur central est pas dingo non plus, quoi. Dans une saison à 50 matchs, honnêtement, je trouve que c'est vraiment très, très, très léger. Sur les postes offensifs, je suis beaucoup moins inquiet, puisque, bon, évidemment, on a 2 numéros 9 assez référencés, Alexandre Lacazette, Georges Mikotadze. Sur les ailes, on a vraiment du choix, des profils différents, donc je trouve ça très bien. Benrahma, que j'espère voir en meilleures conditions dans les semaines à venir. Malik Fofana, qui je pense est un peu notre petite pépite, hein, vraiment, j'ai beaucoup d'espoir dans ce joueur. Ernest Nuama, est-ce qu'il va enfin exploser? Alors Gift Orban, lui, devrait partir, hein, puisqu'on a déjà 2-9. Et Mama Baldé du côté droit, ça me convient parfaitement. Je pense que là, effectivement, on est blindé, sachant que Luis Enrique va arriver possiblement au mois de janvier. Mais évidemment, je reste toujours embêté avec le poste de milieu offensif où vous avez Ryan Cherki, donc, qui va être transféré, et le fameux problème avec Thiago Almada. Voilà, alors pour résumer un petit peu mon point de vue sur cette préparation, je trouve globalement que l'effectif s'est un petit peu amélioré par rapport à la saison passée, notamment avec l'arrivée de Niakate, Abner Vinicius qui donne une profondeur intéressante sur le poste de latéral gauche. L'arrivée de Mikotadze donne aussi des solutions sur le plan offensif, sinon tous les joueurs qui sont dans l'effectif étaient déjà là, donc de ce point de vue-là, pas de surprise, donc je dirais un effectif légèrement amélioré. Je dirais pas qu'on a le joueur frisson qui vraiment nous fait prendre une autre dimension. D'autant que j'attends de voir Lacazette qui, moi, m'a beaucoup inquiété au JO. Donc je dirais, voilà, un bilan mesuré. Le milieu de terrain ne me satisfait pas. Notre animation offensive ne me satisfait pas. Peut-être qu'avec Lacazette et Mikotadze, le retour en forme de Nuama, de Fofana, tout ça, ça va changer la donne, je l'espère. Que notre milieu de terrain sera plus efficace, que Cacré va se réveiller, que Tolisso va se réveiller, que Mangala va se révéler. Donc je ne suis pas super hypé, loin de là. J'attends de voir, je suis très très interrogatif, d'autant qu'on a un début de championnat extrêmement compliqué. On va regarder le calendrier. Donc d'abord on va commencer dès dimanche. Alors je suis un peu gêné pour vous demander de venir suivre le match en live avec moi parce que ça a été tellement catastrophique dimanche dernier. Évidemment, je vais faire le live, je vais essayer d'apporter des modifications par rapport au dernier live qui a été absolument catastrophique. Donc je vais essayer de me remettre dans les conditions du live contre l'Union Berlin où ça s'était super bien passé. Vous aviez été très 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 nombreux à le suivre. Donc c'est pour ça que j'étais hypé pour Arsenal et finalement ça a été un fiasco total. Bon, en tout cas, le match sera commenté par moi. Donc dimanche 18, 20h45 début du match, 20h35 prise d'antenne. Ensuite on recevra Monaco. Alors quand même un petit mot sur le Stade Rennais qui a opéré une sorte de révolution cet été.
Changement de directeur sportif, énormément de joueurs transférés, énormément d'arrivées, des joueurs arrivés finalement peu connus par le nouveau directeur sportif. Donc je ne sais pas du tout quoi penser du Stade Rennais. Réception de Monaco. Bon là on connaît Monaco. Très très bonne équipe de notre championnat qui a fini 2e la saison passée. On recevra le RC Strasbourg, alors avec peut-être Anthony Lopez dans les buts. Non, je plaisante, hein. L'info a été démentie par les dernières nouvelles d'Alsace. Anthony Lopez n'ira pas à Strasbourg. Bon, normalement, Strasbourg, ça doit passer tranquille. Ensuite, on va se déplacer à Lens. Alors attention, Lens, équipe qui claque des kilos de buts. C'est absolument incroyable dans cette préparation, le nombre de buts marqués par Lens. Ils en encaissent aussi beaucoup, mais en tout cas, c'est un candidat sérieux. Et ensuite, l'Olympico, le 22 septembre, réception de l'Olympique de Marseille, qui selon moi, en Ligue 1, est l'équipe qui a réalisé le meilleur été, que ce soit en termes de recrutement de coach qu'en recrutement de joueurs et aussi en sortie de joueurs. Donc je trouve un petit peu que Marseille, d'une certaine manière, nous a un petit peu devancé sur cet été. N'hésitez pas là aussi à me dire ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.